Chaque matin, à l'heure d'ouverture du marché d'Avignon, les étals sont pleins, prêts à combler les besoins et les désirs des consommateurs. Mais ici, comme partout ailleurs, qui s'en doute ? La plupart des fruits et légumes que nous consommons quotidiennement dépendent des insectes, et particulièrement des abeilles, qui assurent leur reproduction par pollinisation. C'est d'ailleurs le cas pour 70% des espèces cultivées, soit en poids plus du tiers de la production agricole destinée à l'alimentation humaine. Et jusqu'ici, personne ne s'en était vraiment préoccupé. Il en va de même pour ces magnifiques champs de tournesol de la Drôme provençale, destinés à la production de semences. Là aussi, les abeilles accomplissent leur obscur travail de pollinisation dans l'indifférence quasi générale. Tout allait donc très bien, jusqu'à ce que l'on s'aperçoive ces dernières années du déclin progressif des populations d'abeilles et de ses conséquences potentielles sur la production agricole et donc sur l'alimentation humaine. Aujourd'hui, aux abords d'un champ de tournesol, on trouve toujours quelques ruches. C'est que les agriculteurs producteurs de semences le savent bien. Les abeilles se nourrissent exclusivement de nectar et de pollen. En butinant le nectar et le pollen des lignées mâles de tournesol, qui seuls sont pourvus de pollen, les abeilles s'enduisent le corps de grains de pollen. Quand elles butinent le nectar des lignées femelles, les abeilles déposent ce pollen sur celles-ci et les fécondent. C'est ainsi que le tournesol peut produire des graines, autrement dit des semences. Voilà donc pourquoi, depuis une trentaine d'années, les agriculteurs producteurs de semences font appel aux apiculteurs pour polliniser leurs cultures. Et en général, cela se passe comme ça, de façon informelle. Au lieu de faire habituellement 10 ou 11 quintaux, 12 quintaux hectares, si on fait que 3 ou 4 quintaux, si en mettant même 10 ruches de plus, on fait 10 quintaux, c'est bon, pas de problème. On l'aura compris, ce que veut l'agriculteur, c'est que les abeilles augmentent sa production de semences. Mais comment l'apiculteur doit-il s'y prendre pour bien faire travailler ses abeilles ? Où placer les ruches par rapport aux champs de tournesol à polliniser ? Combien de ruches pour y parvenir ? Et quel type de colonie choisir ? Et puis, sachant que l'aire de butinage des abeilles domestiques atteint fréquemment un rayon de 10 km autour de la ruche, comment savoir si elles ne vont pas délaisser les tournesols au profit d'autres fleurs, plus riches en nectar et en pollen, ce qui leur permettra de faire leur provision d'hiver et de mieux nourrir le couvain, c'est-à-dire l'ensemble des œufs, des larves et des nymphes de futurs insectes présents dans une ruche. Réponse ? Nous, on n'est pas des scientifiques, on est des apiculteurs, c'est des gens plutôt de terrain. Et en fait, ces observations, on sait que pour développer le couvain, il faut du miel et des protéines. Donc les protéines, c'est le pollen. Donc en faisant des colonies jeunes, donc demandeuses de protéines, je suppose qu'elles vont avoir une meilleure efficacité en pollinisation. Je dis bien je suppose. Je ne suis pas scientifique. Alors ça serait intéressant par contre de savoir qu'est-ce que c'est comme pollen. Parce qu'apparemment, c'est pas du tournesol qu'elle ramasse. Non. Non, mais c'est jaune clair. Parce que le savoir ancestral des apiculteurs ne suffit pas, les producteurs de semences ont décidé de faire appel à un laboratoire de l'INRA d'Avignon, spécialisé dans l'étude de l'impact des abeilles sur les productions végétales. Avec pour mission d'observer et de comprendre ce qui se passe réellement entre les abeilles et ce que l'on appelle communément une fleur de tournesol, qui n'est pas une fleur mais une inflorescence, un capitule composé de plusieurs centaines de petites fleurs, appelées fleurons. Plus précisément, il s'agit d'analyser le lien entre d'une part la faune pollinisatrice, son abondance et sa diversité, et d'autre part son activité pollinisatrice et le rendement et la qualité des graines. Encore, reviens, elle est redescendue. Pour y parvenir, les chercheurs ont mis au point un prototype inattendu, un système de vidéosurveillance de l'activité de butinage des abeilles. Donc là, en fait, au niveau de la caméra, vous avez une caméra qui enregistre en permanence. Et l'originalité du système, et ce qui fait en fait que c'est possible, parce que sans ça, ce serait une quantité d'enregistrement absolument énorme, c'est que la caméra ne se déclenche que quand il y a une visite au niveau de la fleur, et dans le cas du tournesol, du capitule. Donc on a une séquence avec toutes les visites, les unes derrière les autres. On a l'heure de la visite, on a la durée de la visite, et on a bien sûr l'insecte qui visitait le capitule. C'est une abeille domestique ou un autre type d'abeille.
C'est ça que l'on dépouille et que l'on va mettre en relation avec la production de ce capitule. Déjà en 2007, les chercheurs de l'INRA ont mis au point une expérience permettant de mesurer l'autopollinisation passive, c'est-à-dire la pollinisation par la plante elle-même en ensachant des capitules de tournesol dans des sachets en plastique hydrophile. Autre mesure effectuée, la pollinisation par le vent, en protégeant cette fois les tournesols à l'aide de sachets de tubes. Les chercheurs ont pu prouver que dans ces deux cas, le rendement grainier était quasi nul comparé à la pollinisation par les abeilles. Mais cette fois, la mesure est beaucoup plus précise. Avec le système de caméra en vidéosurveillance, on peut aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus précis pour mesurer le butinage. Dire qui visite un capitule pendant combien de temps. Et en même temps, regarder au niveau de ce capitule, si on l'ensache avant et après la prise de vue, qui a butiné, quels sont les fleurons qui vont donner une graine, quels sont ceux qui ne donneront pas de graine, et regarder au niveau des stigmates la charge en pollen. Donc vraiment aller très précisément au niveau du fleuron et faire le lien entre le butinage d'une abeille, le butinage de plusieurs abeilles en interaction, et puis la charge de pollen déposée, la fructification et la production de graines. L'expérience prévoit de mesurer la charge en pollen au niveau de chaque stigmate, l'organe femelle de la fleur de tournesol, et de mettre en relation ce résultat avec les visites d'abeilles et la production de graines. Mais ce n'est pas tout. Il existe 1000 espèces d'abeilles en France qui toutes interviennent dans la pollinisation et interagissent entre elles. Ce projet prend en compte la diversité de la faune pollinisatrice. Et c'est une des premières dans le cadre de ce projet. On ne s'intéresse pas seulement aux abeilles domestiques, mais on s'intéresse à l'ensemble de la faune pollinisatrice, puisque des collègues américains ont bien montré que c'était l'ensemble de la faune pollinisatrice qui était importante et qui affectait en fait le résultat en termes de pollinisation. Cependant, qu'elles soient domestiques ou sauvages, le déclin des populations d'abeilles en Europe, comme dans la plupart des pays industrialisés, semble s'accélérer. Les facteurs responsables de cette régression sont multiples et associés. Monoculture, disparition des zones d'habitat des abeilles sauvages, raréfaction des fleurs qui fournissent nectar et pollen, maladies, parasites et bien sûr pesticides. Est-ce à dire, puisque les agriculteurs semblent se préoccuper de leur disparition, que les abeilles n'ont plus à craindre ces pesticides? Il ne faut pas se leurrer, la plupart des établissements producteurs de semences sont des grandes firmes multinationales qui sont aussi extrêmement actives sur le marché des produits phytosanitaires. Bon, ils ne vont pas arrêter de faire des pesticides du jour au lendemain. D'ailleurs, on ne pourrait pas produire toute la nourriture dont on a besoin dans le monde actuellement sans les pesticides. Mais au moins, il y aura une prise de conscience sur l'impact que peuvent avoir la mauvaise utilisation de ces produits ou l'utilisation de mauvais produits sur la faune pollinisatrice, non plus dans l'absolu, mais de façon très pratique sur leurs propres produits, sur leur propre production. Donc par ce biais-là, oui, je pense qu'il peut y avoir un impact extrêmement important. Est-il vraiment indispensable que les abeilles domestiques butinent le tournesol? Ou bien est-ce que la faune sauvage suffirait? Et quel est l'effectif minimum d'abeilles nécessaire pour obtenir une bonne pollinisation? Autres interrogations. Pourquoi certaines lignées femelles de tournesol sont-elles moins visitées que les mâles? Y a-t-il un manque de production de nectar lié à la variété elle-même? Est-ce plutôt lié à la météo? À l'espèce d'abeille? Paradoxalement, c'est peut-être en répondant à ces questions très concrètes, directement liées à des enjeux économiques, que l'on parviendra à résoudre le problème de la disparition des abeilles. Il en va de notre alimentation, bien sûr, mais aussi de la survie d'un nombre considérable d'espèces végétales et animales qui, par le biais de la pollinisation, dépendent elles aussi des abeilles.